Donc c'est bon, on est en live, comme d'habitude. Donc déjà bonjour, Nicole Andrieux. Et comme d'habitude, j'attends quelques secondes le temps que ça s'affiche et que les premiers spectateurs puissent nous rejoindre. Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'Enfance Libre pour la suite de cette série d'entretiens autour des violences sexuelles sur mineurs. C'est un sujet lourd, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Comme d'habitude, avant de présenter notre invitée d'aujourd'hui, Nicole Andrieux, je vous fais un petit avertissement, car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre peut réactiver des choses. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. C'est très important que chacun puisse respecter ses limites. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'Enfance Libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons association l'Enfance Libre tout attaché à gmail.com. Donc bonsoir Nicole Andrieux. Bonsoir Ophélie, bonsoir à tous. Vous êtes sage-femme depuis 30 ans et vous faites aussi des consultations en sexologie clinique depuis 15 ans. Vous accompagnez notamment des victimes de violences sexuelles dans leur parentalité, mais pas que. Vous êtes également formatrice en sexologie sur les soins et la prévention en périnatalité, comme au CHU de Strasbourg, où vous êtes intervenue auprès des professionnels de la maternité. Vous êtes fondatrice de La Bulle, maison associative à Aubernais, dont la mission est l'accueil et l'accompagnement des femmes à partir de 12 ans et jusqu'à la fin de leur vie, des couples, mais aussi des parents. Notons enfin que vous intervenez dans le film Primum non nocere, documentaire de sensibilisation à la prise en charge des victimes, réalisé par Éric Lemasson et financé, entre autres, par le CHU de Strasbourg, le CNGOF, Semeur d'Étoiles et le réseau Naître en Alsace. Le documentaire est toujours disponible sur la page du Forum de l'Enfance Libre et nous vous recommandons de le visionner après avoir vu l'entretien avec Nicole Andrieux, si ça n'a pas été fait. Merci d'être avec nous ce soir. Nicole Andrieux, comment en êtes-vous arrivée à intégrer les violences sexuelles dans votre pratique de sage-femme? Ça a été suite à une rencontre qui a pour moi été extraordinaire. C'est la rencontre avec Dr Violaine Guérin, auquel j'aurais vraiment apporté toute ma reconnaissance ce soir. Ça a été une vraie révélation pour moi et une découverte d'un nouveau monde auquel je n'étais pas du tout sensibilisée avant dans ma de longue déjà carrière de sage-femme. Et ça a été une vraie révélation pour moi et un changement de pratique à 180 degrés dans la prise en charge de mes patientes et de leurs conjoints. Vraiment. Ce changement de pratique, il s'opère quand? Ben, il s'opère il y a 7-8 ans, il y a 7 ans, là, je crois maintenant, où, suite à sa rencontre, où j'étais très sceptique aussi par rapport à ma pratique, par rapport à ce que j'entendais de ses propos, en disant que ben, c'était une femme sur 4 qui était concernée, un homme sur 6, et que du coup, ben, j'avais du mal à croire que dans mes patientes aussi, il y avait un nombre aussi important, mais en fait, je ne posais jamais la question, donc je ne pouvais pas non plus être consciente de cette difficulté. Et donc, ça fait 7 ans maintenant que je pose la question systématiquement dans mon cabinet. Vous savez que je fais des consultations de santé globale, donc en fait, on voit des personnes qui viennent nous voir pour tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, la question maintenant se pose systématiquement et je peux vraiment confirmer ce que Violaine Guérin nous a appris à l'époque, enfin, depuis 7 ans, qu'effectivement, ben, les personnes victimes de violences sexuelles dans leur enfance, le chiffre est vraiment très important. Et la prise en charge nécessite vraiment une formation et une connaissance spécifique. Mmh. D'après votre pratique, pourquoi la grossesse est-elle un moment crucial dans la vie d'une femme? De manière générale, la grossesse est un moment crucial parce que c'est un moment très important de changement, un moment très important de transparence psychique aussi, où il y a plein d'éléments qui peuvent remonter, qui peuvent être bouleversants
pour la femme, mais aussi pour son conjoint. Et en fait, nous avons vu durant cette période-là, justement, plein de réminiscences, de remontées d'amnésie aussi sont possibles, mais aussi de remontées de pathologies corporelles, de dépression inexpliquée, du fait de cette transparence psychique. Et c'est vrai que sans formation et sans sensibilisation préalable, nous ne pouvons pas faire le lien. En fait, c'est difficile pour nous de faire le lien entre les antécédents de violence qu'a pu vivre une personne et puis cette période de périnatalité tellement mouvementée. Et c'est vrai qu'une fois qu'on peut faire le lien se fait vraiment beaucoup plus facilement. Et la prise en charge, donc va être plus adaptée. C'est par cette transparence psychique que ce moment il est si important dans la prise en charge des violences sexuelles aussi. Oui, parce que notre objectif pendant cette période est que la grossesse se passe le plus physiologiquement possible, l'accueil du bébé aussi de manière le plus juste possible, l'accouchement, les suites. Donc nous, c'est notre rôle de sage-femme, en fait, d'accompagner des couples dans cette période-là. Mm-hmm. Et c'est vrai que pour nous, c'est important, je pense, de faire du dépistage, du repérage et un accompagnement adapté pendant cette période-là pour que la grossesse se passe le plus physiologiquement possible. Comment vous repérez les parents qui ont été victimes, outre le fait de leur poser la question? Eh ben, déjà par la question, je crois qu'il faut arriver à poser la question de manière, on a chacune nos manières aussi de pouvoir poser la question, ce qui est la plus juste aussi pour nous. Hein. Mais le fait de poser la question systématiquement permet vraiment la plupart du temps d'ouvrir la parole, de sensibiliser. Et c'est vrai qu'après, c'est le choix de chacun de pouvoir répondre par rapport à ça face aux professionnels de santé en face. J'ai quand même beaucoup de personnes qui me disent ouvertement d'emblée parce qu'ils regrettent d'ailleurs qu'aucun professionnel de santé avant n'ait pu leur poser la question, ce qui les aurait permis d'en parler. Donc, je pense vraiment que ce message adresse aux professionnels de santé que nous devons poser la question pour libérer la parole. Mm-hmm. Mais à côté de ça, des signaux, des comportements peuvent nous alerter aussi sur le fait de dire que cette personne ou son conjoint sont en fragilité. Donc, c'est à nous de pouvoir repérer aussi ces signaux et d'avoir un accompagnement qui soit le plus juste possible. Alors, j'ai juste un commentaire qui dit qu'on vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu? Oui, tout à fait. Je vais parler plus fort aussi. Ok, super. Et je vais voir après, on va me dire si c'est bon ou pas. Ok, très bien. Merci pour votre réponse. Comment se passent les grossesses de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles? Est-ce qu'il y a des récurrences qui apparaissent? En fait, on se rend compte que on a une possibilité et une étude qui sort qu'en fait, plus de 80% des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles peuvent avoir une grossesse qui va se transformer en grossesse pathologique. Donc, c'est quand même très important parce que le chiffre est vraiment très élevé. Mm-hmm. Donc, du coup, dans les grossesses, on va avoir des symptômes qui vont apparaître tout au long de la grossesse, comme des dépressions inexpliquées, sans raison, vraiment des cauchemars, mais aussi des comportements, des pathologies dans le corps, du diabète qui va se développer, des hypertensions très importantes, des syndromes hyperalgiques, ça veut dire que la femme va avoir des douleurs dans son corps, mais de manière exagérée par rapport à une grossesse physiologique. Elle peut aussi avoir des comportements de grosse colère qui peuvent remonter pendant la grossesse. Donc on va dire que en fait, c'est les hormones, on a toujours trouvé des excuses comme ça pour minimiser ce que la femme voulait exprimer. Donc, bien sûr, on a un grand bouleversement hormonal pendant la grossesse, mais je crois qu'il faut prendre du temps pour vraiment écouter ce que ce bouleversement va entraîner chez cette femme comme comportement, souvent la plupart du temps inexpliqué pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas son comportement. Et c'est souvent pour ça aussi qu'elle n'ose pas franchement en parler, parce qu'elle a peur qu'on ne la croie pas, qu'on la traite de folle. Donc, avec des angoisses aussi qui sont inexpliquées, irraisonnées par rapport à son bébé, par rapport à elle. D'accord. Et le corps, pendant la grossesse, il réagit comment quand la femme a été victime de violences sexuelles? Il peut réagir de différentes façons, avec des prises de poids excessives par exemple, des œdèmes qui prennent une ampleur plus importante que de physiologie, une hypertension qui devient galopante, un diabète qui se déséquilibre complètement, et justement des syndromes hyperalgiques, des contractions, s'il y a des utérus qui sont extrêmement contractiles, qui peuvent aboutir à une menace d'accouchement prématuré très sérieuse. D'accord. Et souvent, on a été perturbé, je parle de ma pratique, souvent j'ai été perturbée
pour ma part, par des symptômes qui n'avaient pas de sens à mes yeux. Enfin, c'était pas explicable, quoi. Ça prenait des proportions qui étaient irraisonnées, en fait. Ok. Vous parliez tout à l'heure que la grossesse et aussi l'accouchement, ça peut être des événements déclencheurs, notamment dans les réminiscences de violences sexuelles. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se joue? Ben, c'est quand, en fait, la grossesse et l'accouchement, du fait de l'imprégnation hormonale très forte et du fait du grand chamboulement, et ce changement de statut aussi, de devenir mère ou père, va pouvoir être à l'origine de remontées d'amnésie, de gros bouleversements intérieurs qui vont être à l'origine de remontées d'amnésie sous forme de flash, de cauchemars récurrents, extrêmement violents, de flash, de réminiscences au niveau des cinq sens aussi. Ça peut être de cet ordre-là. Okay. En fait, on a plusieurs catégories de personnes qui viennent nous voir. Les personnes qui savent, qui ont été victimes, d'autres qui sont en amnésie, donc qui ne le savent pas non plus. Donc, notre objectif à nous n'est pas de faire le diagnostic de cette violence sexuelle pendant la grossesse, mais de dépister pour que justement la grossesse se passe le mieux possible. En fait, il est hors de question pour nous de mettre la personne en soins par rapport à cette violence vécue pendant cette période périnatale, parce que notre objectif étant plutôt d'avoir un accompagnement sécure, contenant, de manière à pouvoir arriver à notre objectif, qui est la grossesse physiologique et l'accouchement physiologique et les suites. Par contre, nous encourageons vraiment nos patientes par la suite à pouvoir suivre un parcours de soins adapté pour qu'elles puissent s'équilibrer par rapport à leur violence vécue. Quels signes peuvent alerter les mamans sur ce qu'elles vivent en fait au moment de la grossesse et de l'accouchement? Au moment de l'accouchement, c'est plutôt une prise en charge du personnel qui sera là. Les accouchements peuvent être vécus comme extrêmement violents. Souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir après, qui m'expliquent leur accouchement, qui pour nous semble un accouchement normal. Et elles nous le décrivent comme extrêmement violent, par exemple, avec vraiment quelque chose de vécu extrêmement douloureux pour elles pour la suite. J'ai vu par exemple encore une patiente cette semaine qui m'expliquait son accouchement d'il y a des années, mais qui me le décrit encore maintenant comme une violence très très difficile à gérer, même a posteriori. Elle a un souvenir extrêmement violent, par exemple, de cet accouchement. D'accord. Et on a aussi, pendant la grossesse, je vous ai dit tous les petits signes que je vous ai décrits, mais notamment des angoisses comme ça, irraisonnées. D'accord. Ok. Dans le documentaire de Primum non nocere où vous apparaissez, il y a un professionnel qui aborde la thématique de la dépression, de l'effet des hormones, vous en parliez tout à l'heure, juste après l'accouchement. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? La dépression, ce qu'on appelle le baby blues post-accouchement est relativement physiologique. La chute des hormones fait que la stabilité émotionnelle est vraiment plus compliquée. Par contre, nous nous retrouvons souvent face à des dépressions beaucoup plus graves, beaucoup plus inexpliquées, pouvant arriver jusqu'à des hospitalisations en hôpital psychiatrique parce que la maman perd complètement pied, par exemple. Et je pense que le dépistage de ces violences nous permet à nous de ne pas arriver à ces cas de figure-là, essayer de pouvoir avoir un accompagnement juste pour que en fait, la femme, tout au long de la grossesse, elle puisse s'exprimer sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et pas qu'on puisse continuer à mettre un couvercle comme souvent on a fait toute notre vie, mais qu'on puisse au fur et à mesure lâcher un peu ce couvercle pendant la grossesse pour pouvoir exprimer ses angoisses, ses peurs irraisonnées, ses cauchemars, ses douleurs au fur et à mesure, pour qu'on puisse nous, au fur et à mesure, calmer. Il y a quand même, c'est difficile de parler de chiffres, mais il y a quand même, je pense, 10% des femmes qui vraiment ont besoin d'être mises en soins thérapeutiques pendant la grossesse parce qu'elles sont vraiment, vraiment débordées par des symptômes psychiques qui sont extrêmement importants. D'accord. Donc, on va les mettre en soins déjà pendant la période périnatale. Mais sinon, on va pouvoir essayer de contenir. Donc, on a quand même vraiment beaucoup de personnes qu'on arrive à contenir de manière à pouvoir avoir une grossesse la plus physiologique possible. Ok. On a parlé des femmes sur les violences sexuelles, mais ça concerne aussi les hommes. Comment les pères qui ont été victimes de violences sexuelles vivent la grossesse de leur compagne? Là, c'est pareil. En fait, c'est un peu compliqué de faire de la généralité. Oui, c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas faire de la généralité, mais... Pour les femmes non plus.
je voudrais rassurer tout Absolument. en fait, en fait, ce que nous on observe, c'est ben voilà comment vous allez, comment vous évoluez, sachant que je pense que ce qui est important pendant ces périodes de grands mouvements hein, de vie, c'est de sentir qu'on peut avoir un point d'ancrage quelque part, donc par la voix d'un professionnel hein, qui a l'habitude de gérer ça, ce point d'ancrage où on sait qu'on peut aller régulièrement ou appeler ou venir en consultation de manière à, dans les cas d'urgence ou dans les cas de changement de comportement, pouvoir avoir un point d'ancrage régulier. Et c'est ça, en fait, qui ramène de la sécurité intérieure et qui permet de redescendre, en fait, l'émotionnel. Donc, ben, pour les hommes, je crois que malheureusement, on est dans une société un peu particulière où l'homme n'est pas forcément bien accompagné, notamment en ce moment. Il y a des difficultés à ce qu'il trouve sa place et qu'il ait des interlocuteurs aussi qui puissent écouter ses souffrances. Je pense que pour ça, les femmes ont un peu plus de chance parce qu'elles sont plus en contact aussi régulièrement dans leur vie avec des professionnels. Donc, ce qui fait aussi que ben, c'est la différence. Ben nous, les hommes, on les voit aussi en consultation, hein, lors des premières consultations et tout le long de la grossesse. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à leur poser la question aussi à eux directement sur leur vécu, sur leurs antécédents, sur leurs peurs actuelles, sur comment ils vont en fait. Et souvent, on a une discussion qui sera plutôt orientée vers la femme, mais pas vers son conjoint. De manière globale, c'est ce qu'on a pu voir. Tandis que c'est vraiment intéressant de pouvoir lui poser la question. Et en posant la question à l'homme directement, ben lui aussi va nous raconter ses antécédents, son passé, ses fragilités. Et donc, ben, on va pouvoir aussi ben, faire un suivi contenant du couple, en fait. Le conjoint aussi, si lui-même il a été victime et qu'à l'intérieur de lui, sa sécurité a été atteinte. Donc, on a des comportements qui sont très particuliers des hommes pendant les grossesses des femmes, par effet miroir, en fait, de ce petit bébé qui se retrouve dans le ventre de sa femme. On va aussi observer en fonction du sexe de l'enfant qui est attendu aussi, des changements. Donc, on peut voir le plus souvent chez les hommes, c'est vraiment des changements de comportement assez brutaux, comme ça. Donc, un homme qui sort beaucoup de la maison, qui a un changement de comportement, mais aussi dans sa façon d'être, avec des accès de violence, par exemple, qu'il n'avait jamais avant. Un homme qui fumait et maintenant qui fume beaucoup, beaucoup pendant la grossesse. Voilà, qui lui aussi a des changements de comportement. Est-ce que la couvade peut être aussi un signe? Oui, pour moi, la couvade, ça a été un mot qu'on a mis parce qu'on ne comprenait pas, on n'arrivait pas à poser d'explications sur ces changements de comportement de l'homme. Mais Vous pour pouvez moi, expliquer ce que c'est la couvade pour ceux qui ne connaissent on pas? appelle la couvade, hein, parce que moi, je ne peux plus appeler ça comme ça, mais c'est vraiment les changements de comportement chez l'homme et les changements physiques de l'homme pendant la grossesse d'une femme. Et on disait couvade parce que lui aussi, il couve et il a les mêmes symptômes que sa femme, avec une prise de poids allant jusqu'à 10-15 kilos pendant la grossesse d'une femme, avec des douleurs partout, avec des douleurs notamment de dos, des douleurs de rage dentaire, des douleurs de ventre, comme si lui aussi il avait des contractions, des changements de tempérament, comme la femme qui sous hormones. Il a des changements de comportement. Moi, je suis toujours très attentive à ces changements de comportement de l'homme pendant la grossesse. Donc, le plus grand changement étant l'agressivité et le début des violences conjugales. Il y a quand même beaucoup de démarrages de violences conjugales qui arrivent pendant la grossesse et je pense qu'il faut absolument qu'on fasse le lien de plus en plus avec les antécédents de cet homme dans son passé. D'accord. Il y a une question. Oui. Qu'on les prenne en charge. Il y a une question de Valérie qui demande, on associe souvent, alors elle met entre parenthèses, il me semble, les symptômes dont vous parlez aux effets directs de la grossesse, hormones, etc., sans les relier aux violences qui ont été subies. Comment arriver à faire la différence? Je crois qu'en fait, la différence va se faire en posant la question, parce que plus on posera la question, plus on va pouvoir faire le lien aussi, nous, professionnels médicaux, entre les symptômes qu'on va voir et les antécédents. Mais comme jusqu'à présent, cette question n'est pas encore systématiquement posée, ben, on n'a jamais fait le lien aussi, donc c'est un peu compliqué on n'a pas pu le faire, le lien. Voilà. Et puis après, d'observer des signaux qui sont vraiment exacerbés, qui ne peuvent pas être expliqués simplement par les hormones, parce que toutes les femmes enceintes ont des hormones. Donc, tout le monde devrait avoir des réactions aussi exacerbées. Vous voyez, par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Hein. Il y a beaucoup de grossesses qui, en fait, sont des grossesses complètement physiologiques, avec des petits symptômes.
Mais quand vous avez une femme, par exemple, en début de grossesse, qui a des vomissements incoercibles, on appelle ça, c'est-à-dire vraiment, elle ne peut pas s'empêcher de vomir les 3 premiers mois, les 4 premiers mois de grossesse, et ça perdure, et cette femme est dans une grande détresse psychologique et physique, ben, on doit faire le lien pour avoir un accompagnement qui soit adapté. Ok, merci pour votre réponse. J'espère que ça répond à la question de Valérie. Je pense que quand on met du sens au symptôme, le symptôme a moins besoin d'être là dans le corps. Le symptôme est là pour nous alerter, en fait, nous dire attention, attention, il faut faire attention à cette personne, elle est fragile, il faut faire attention. Parce que sinon, les symptômes vont perdurer ou on va changer de symptômes et on va avoir des grossesses qui vont avoir plein de pathologies qui vont se suivre, en fait. On aura fini une pathologie, on en aura une autre qui va évoluer par la suite. Très bien. Vous m'avez raconté lors de l'entretien téléphonique que lors de vos consultations, vous avez pu remarquer que le contact pour la mère avec le fœtus, le lien main-ventre, n'est pas forcément un geste naturel pour toutes les femmes. Comment vous encouragez ce premier contact? En fait, nous, on est très vigilants après à la bonne distance et à la juste distance, plutôt que bonne distance, à la juste distance que la femme ou l'homme peut avoir après avec son bébé. On verra ça certainement tout à l'heure. Oui. Et en fait, cette juste distance, on peut déjà l'observer enceinte, comment la femme va toucher son ventre et comment l'homme va toucher le ventre de sa femme. Et c'est vrai que je leur fais systématiquement chercher leur utérus, sentir la position du bébé pendant la grossesse. Ça fait partie pour moi aussi, et à la fois d'un dépistage de cette juste distance, et à la fois de pouvoir donner des conseils pour réadapter cette distance vers quelque chose de plus juste, parce qu'il y a des femmes qui vont pas oser déjà toucher leur ventre pendant la grossesse, et on va retrouver ça après. Elles auront du mal à toucher leur bébé parce qu'elles ont peur de lui faire du mal. Il ne faut surtout pas faire de mal à un enfant. Et aussi, dans l'inverse, une femme qui a été coupée de son ressenti, qui pour se protéger s'est un peu coupée de son ressenti dans sa vie, eh ben, elle va aussi moins ressentir le toucher de la juste distance avec son ventre et après avec son bébé aussi. Donc on va le voir dans l'autre extrême, c'est-à-dire qu'elle va toucher son ventre mais d'une manière beaucoup plus violente. Donc là aussi, c'est à nous de réadapter ce toucher pour qu'il soit le plus juste. Déjà pendant la grossesse. Je pense que c'est un très bon outil de prévention. Ok. Et quelles autres difficultés peuvent rencontrer les femmes victimes de violences sexuelles, et là je parlais les hommes aussi, pour établir ce lien pendant la grossesse? On peut avoir le déni en fait, c'est-à-dire que le lien n'est pas du tout présent, avec absence de lien complètement. Donc voilà, donc avec des femmes qui viennent, et c'est compliqué d'en parler pour elles. Donc c'est aussi, il faut que les professionnels puissent arriver à poser cette question aussi pendant la grossesse. Quel est le lien que vous entretenez déjà avec ce bébé pendant la grossesse? Est-ce que vous sentez un lien? C'est comme ça que les femmes après vont pouvoir nous en parler, parce qu'elles ont 100% de la culpabilité si elles ne sentent pas ce lien. Donc elles ne peuvent pas nous en parler. Et donc le fait qu'elles puissent nous en parler va permettre aussi à nous de pouvoir leur mettre en place des exercices de mise en lien avec le bébé, pouvoir les rassurer, voilà, pouvoir les accompagner par rapport à ça, par rapport au papa aussi. Alors pour l'homme, c'est un peu plus compliqué parce qu'il ne sent pas le bébé dans son ventre lui-même. Donc il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont une difficulté d'attachement avec le bébé pendant la grossesse, qui pourrait être vraiment du physiologique là par contre. Donc, avec l'homme, c'est plutôt souvent à la naissance, voire après, dans l'évolution de l'enfant, que l'homme va pouvoir aussi davantage s'attacher. Mais il y a des hommes qui, dès la grossesse, sont très attachés à l'enfant dans le ventre de leur femme. Ok. Et j'ai une question. Oui. C'est toujours au cas par cas, je disais. C'est vraiment, je crois qu'il ne faut pas généraliser. C'est vraiment au cas par cas, on va prendre la personne dans sa globalité. Ok, j'ai une question de Lulu Loire qui demandait, on parlait tout à l'heure de certains signaux, de certains symptômes. Elle demandait si tout était donc exacerbé. Est-ce que le fait que tout soit exacerbé encore plus, ça peut être un signe chez une victime de violence sexuelle? Je ne sais pas si c'est un signe. Pour moi, en tout cas, je suis vigilante. Ouais. D'accord. Je suis vigilante. À tous les signaux du corps et du psyché, mais je suis vigilante, ouais. Je suis vigilante pour vraiment faire en sorte que ça ne s'exacerbe pas plus. Dans la bulle, autour de la bulle, c'est l'association que vous avez fondée. Vous accompagnez les femmes de l'âge de 12 ans jusqu'à la fin de la vie, et c'est assez inédit.
Comment vous est venue l'idée de proposer un accompagnement global? En fait, j'étais depuis longtemps en libéral et je me suis rendu compte dans mes consultations que les femmes souvent se plaignaient d'avoir perdu du temps, d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu des kilomètres pour trouver des bons professionnels. Elles se sont trouvées qui pouvaient les accompagner justement dans leurs problématiques. Et en fait, elles se trouvaient souvent en errance, en fait. Mhm. Trimballer, voilà. Donc l'idée de la structure a été mise en place suite à ce constat et à la demande de vraiment beaucoup de personnes. Hein. Donc le succès de notre structure est le résultat des demandes des femmes en fait, hein, qui en fait avaient besoin d'un endroit ressource un petit peu comme ça où elles savent que on est toutes formées à toutes les problématiques et qu'on peut vraiment faire un accompagnement global. Je précise qu'on n'est vraiment pas une maison d'accueil de victimes, hein, mais vraiment un accueil global de toutes les femmes et de leurs conjoints et de plus en plus des hommes seuls aussi qui viennent. Okay. À quel... Oui. Je crois qu'on manque dans notre société de bichonnage, en fait, vraiment, et d'écoute, d'écoute dans la globalité de ce que les gens peuvent exprimer. À quel moment peut-on être accompagné par la bulle? Ben, n'importe quel moment. N'importe quel moment. C'est-à-dire une femme qui a mal vécu son accouchement et qui apprend votre existence, elle peut venir vous voir. Mais comme Okay. elle peut aller voir d'autres sages-femmes aussi. Hein, voilà. La bulle a été un concept où on a rassemblé plein de professionnels et d'ailleurs je remercie mon équipe de m'avoir suivi dans cette idée complètement délirante à l'époque. Mais en fait, voilà, on est content de travailler, les femmes sont contents, les hommes aussi. Donc voilà, bon, on peut y venir pour n'importe quelle raison, entre 12 ans et la fin de vie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où cet accompagnement global existe à votre connaissance? Ben, il y a plein d'autres maisons médicales, il y a plein d'autres maisons qui ont des thèmes aussi précis, par exemple d'accueil de victimes, d'accueil de femmes violentées. Voilà, il y a pas, à ma connaissance, d'autres concepts comme ça où il y a une prise en charge globale avec autant de professionnels au même endroit. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a... Oui. Allez-y, hein, allez-y, faites. la, la question suivante, c'était savoir s'il y avait d'autres ouvertures qui étaient prévues de la bulle hors Alsace, par exemple. Et allez-y, hein. Sous le nom de la bulle, parce que j'ai déposé le concept et le nom. Voilà, parce que je veux que la philosophie de la bulle reste bien précise, quoi. Mais allez-y, faites, ouvrez des endroits comme ça, parce que je pense que c'est vraiment important, surtout dans nos périodes actuellement bouleversées, bouleversantes, où on a vraiment besoin d'avoir des liens d'ancrage comme ça qui sont forts. Mm-hmm. On parlait au début de l'accompagnement par les professionnels. Aujourd'hui, quelle est la réalité de la formation des professionnels dans la périnatalité? Ben, en fait, la réalité, elle n'a pas beaucoup changé. Disons qu'en fait, elle n'a pas beaucoup changé dans la formation classique. Il y a une ouverture, vraiment, depuis l'histoire de MeToo, il y a vraiment une ouverture de prise de conscience parce que la libération de parole a aidé tout le monde, en fait, à prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Donc, il y a eu de plus en plus de formations qui ont été mises en place, de demandes de formation. Donc, moi, je travaille au sein de l'association Stop aux violences sexuelles. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons mis en place des formations. Il y a les bases qui existent, qui sont des formations gratuites données à travers toute la France. Donc, vous allez sur le site SVS et vous avez tout ça. Donc, qui a été mis un petit peu en stand-by du fait du Covid, comme tout. Mais en fait, on reste très actifs. Voilà, mais plein d'autres personnes donnent des formations. Je crois qu'en fait, on est qu'au démarrage d'une grande période de formation et de formation et de formation des professionnels de santé, de soins, des thérapeutes, pour que un maximum de personnes soient vraiment sensibilisées à ce sujet, mais avec une juste formation. Mmh. Comment êtes-vous, quand vous formez, en fait, comment êtes-vous accueilli dans les hôpitaux et par les professionnels quand vous intervenez sur cette thématique? Vraiment très bien. Je dois remercier d'ailleurs tous les professionnels de santé au sein des hôpitaux qui nous font confiance et qui nous ont ouvert leurs portes. Donc, nous avons fait beaucoup de formations en Alsace, au sein des maternités, au sein des CHU, des hôpitaux. Voilà, je crois que l'accueil est toujours chouette parce qu'on fait un bon réseau, qu'on a confiance mutuellement dans le travail qu'on fait ensemble. J'insiste vraiment pour que dans l'avenir, le développement du réseau entre les libéraux et les milieux hospitaliers continue
et se renforce encore davantage parce qu'on a vraiment besoin de faire un grand réseau parce que les gens sont à la fois à l'extérieur mais dans l'hôpital, mais après vont retrouver les professionnels libéraux à l'extérieur. En fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en place en Alsace et qui fonctionne vraiment bien. On a beaucoup de bons résultats grâce à ça. C'est pas un professionnel qui peut s'occuper d'une prise en charge globale d'une personne. C'est justement, on est pour la pluridisciplinarité et le fait de former des thérapeutes de différentes origines. Mmh. Et les victimes, et notamment les victimes de violences sexuelles, après, dans la prise en charge, ont besoin d'une pluridisciplinarité parce que le corps a été touché, mais aussi l'émotionnel, le psychique, les cinq sens. Donc, il faudra après restructurer tout ça. Et donc, pour ça, on a besoin vraiment d'une équipe pluridisciplinaire. Mmh. Quelle question, alors au pluriel, devrait poser systématiquement un professionnel dans l'accompagnement grossesse et parentalité sur ce sujet? Dans l'accompagnement médical de manière générale aussi. Oui, c'est bien, c'est mieux même. Oui, c'est mieux parce que en fait, quand vous arrivez chez un professionnel, notamment de santé, mais aussi un thérapeute, quand il commence à faire l'anamnèse, qu'on appelle l'anamnèse, on peut venir sur en fait problématiques, vos antécédents chirurgicaux et tout ça. Et on doit systématiquement aussi poser la question autour des violences pour les dépister. Mmh. Donc, en fait, la question est assez simple. Moi, je commence toujours par poser la question sur est-ce que vous avez vécu un événement traumatique ou des événements traumatiques dans votre vie, peu importe, et de quelle nature elles sont. Et puis, pour aborder après la question plus spécifique des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Et c'est vrai que je me permets à chaque fois de détailler ce que c'est qu'une violence physique, ce que c'est qu'une violence psychologique, ce que c'est qu'une violence sexuelle, parce que la violence n'est pas toujours identifiée. Mmh. Il y a une question d'un internaute, Valérie toujours, qui demande est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une checklist finalement à disposition des professionnels sur ces questions-là? Est-ce qu'elle existe, cette checklist? La checklist se fait de plus en plus, on a une checklist, vous savez, de toutes les questions qu'on doit poser. Mais de plus en plus là, et dans les dernières années, la question autour des violences a été rajoutée. Mais il faut aussi que le professionnel en face, il faut faire des checklists, bon évidemment ça peut être utile, mais il faut que le professionnel en face soit formé aussi à poser la question et à pouvoir écouter la réponse et prendre en charge la réponse. Parce que je suis aussi sexologue de base et formatrice en sexologie. Et en fait, la difficulté, c'est la même pour les questions autour de la sexualité satisfaisante. Très peu de professionnels de santé vous ont posé déjà la question autour de votre satisfaction, autour de votre sexualité, mais parce que très peu de professionnels sont formés au sujet. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. On ne va certainement pas poser la question, souvent de peur, nous, en tant que professionnels, de ne pas savoir quoi répondre après. Alors que moi, je pense que rien que poser la question, ça permet une libération de parole, ça permet aussi un soulagement de la personne qui enfin peut exprimer quelque chose, quitte au professionnel après de pouvoir après l'envoyer dans un réseau, si lui-même n'a pas les compétences, de pouvoir l'envoyer dans son réseau de personnes formées, par exemple. Mais au moins, on aura permis la libération de parole de cette femme ou de cet homme en face. Mmh. Vous parliez des différents types de violences. Alors, souvent, on parle des violences sexuelles et on pense aux viols, aux agressions sexuelles. Est-ce que la violence médicale, notamment gynécologique, peut être sexuelle? Vous m'entendez? C'est un peu coupé. Non, mais ça va, je vous ai entendu. Vous m'entendez? Je demandais si... Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. La violence gynécologique est pour moi peut arriver à avoir les mêmes conséquences dans le corps qu'une violence sexuelle ou un attouchement sexuel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, j'ai des patientes dans mon cabinet qui ont des symptômes, vraiment des signaux cliniques, physiques, psychiques de victimes de violences sexuelles. En fait, et quand on reprend leur anamnèse, justement, vraiment en posant les questions détaillées, je n'ai rien trouvé, sauf des agressions, des intrusions gynécologiques.
avec des examens forcés, avec des femmes qui n'étaient pas consentantes, qui ont pu dire non, mais qui ont été examinées de façon violente, ou suite à des examens aussi, on n'y pense pas souvent, mais des sondages urinaires, des sondages aussi quand elles étaient enfants, plus jeunes, ou des prélèvements avec des cotons-tiges, mais quand elles étaient plus jeunes aussi, enfants. Vous voyez, parce que ça gratte, ça pique, ça machin. Elles vont voir un médecin qui fait un geste intrusif pour le corps, alors que la petite fille, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas au courant de ce qui va lui arriver. C'est une intrusion, en fait, dans les zones intimes. Donc, ça fait partie d'un traumatisme aussi corporel, comme la violence sexuelle peut être un traumatisme corporel. Donc, je crois qu'il faut prendre en considération tous les gestes traumatiques d'intrusion, en fait, et de non-respect de notre intimité. Et donc, c'est vraiment très important. J'expliquais dans un truc qui me tient très à cœur, c'est qu'actuellement, nous, les sages-femmes, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sages-femmes ont la compétence depuis des années maintenant, depuis peu d'années mais quand même, de faire des suivis gynécologiques de prévention. Et ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de dames qui vont venir nous voir et qui n'ont pas fait de suivi gynécologique depuis des années. Quand on leur pose la question, elles vont me dire « Mais non, madame, je n'ai pas fait de frottis depuis des années. » Pourquoi vous n'avez pas fait de suivi gynécologique? Mais parce que je ne veux plus me retrouver face à de la violence. Donc, je préfère ne plus faire. Et donc, c'est vrai que du fait qu'on ait eu cette autorisation de pouvoir faire ces gestes de suivi gynécologique, eh ben, grâce à ça, il y a beaucoup de femmes qui étaient hors circuit qui se retrouvent dans un circuit de suivi, en fait. Parce que elles peuvent se poser, on peut discuter et on ne va jamais faire d'examen tout de suite. Et donc, on va pouvoir s'adapter aussi à la fragilité de la femme en face pour faire un examen qui soit plus adapté à son vécu, à ses antécédents de vécu et à ses peurs actuelles. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment, les femmes qui nous écoutent, que vous alliez continuer vos suivis gynéco, que vous trouviez une personne qui soit adéquate, qui corresponde à vos besoins, à vos peurs, à vos fragilités. Vous avez plein de professionnels qui sont extrêmement bienveillants. Je crois qu'il faut ne pas hésiter à trouver ces personnes de manière à pouvoir poursuivre votre suivi. C'est très important. J'ai beaucoup de questions par rapport à la symptomatologie, à ce qui se repère pendant les grossesses sur les violences sexuelles, dont une sur l'amnésie traumatique. Mais quid des personnes qui, alors c'est une question de Diane, mais quid des personnes qui pendant une grossesse développent tout ou partie des symptômes décrits, mais se trouvent aussi complètement entravées par une amnésie traumatique? Comment accompagner ces personnes? Pendant la grossesse, je vous ai dit, j'accompagne le corps et le psychique de cette femme. Donc, en fait, on va accompagner les symptômes, on va accompagner le fait qu'elle puisse parler et s'exprimer régulièrement de ses besoins. Ce qui est très important, c'est d'être en adéquation avec les besoins de la personne. Quels sont vos besoins actuellement, maintenant? On est au 1er mois de grossesse, au 2e mois, au 4e mois, au 6e mois. Quels sont vos besoins actuels? J'ai des besoins d'être calmée parce que j'ai des peurs irraisonnées à l'intérieur de moi. J'ai des besoins de calmer mes contractions. J'ai des besoins de relaxation. Non, je n'ai pas besoin de me relaxer, surtout pas parce que je n'ai pas envie de fermer les yeux. Eh bien, on fera de la relaxation avec les yeux ouverts, par exemple, si c'est trop envie de fermer les yeux. On va s'adapter aux besoins de la personne au fur et à mesure. Vous voyez, on va pas, c'est ce que je disais, on va pas aller chercher, enfin pour moi, c'est mon avis, je vais pas aller chercher l'origine des symptômes et tout ça pendant la grossesse. On ne va pas rajouter de la violence à la violence. On essaye de contenir le processus, on observe les signaux. Voilà. Et après, quand l'accouchement sera terminé, quand les premiers mois seront passés, on pourra revenir, si la femme sait son besoin, sur un suivi plus adapté pour pouvoir rééquilibrer, pas seulement la grossesse, mais certainement aussi ce qu'elle a mal vécu dans sa vie. Je pense aussi que du coup, vous répondez à la question d'Océane qui demandait, par rapport au débordement d'affect potentiellement en lien avec un psychotraumatisme, elle posait la question sur les débordements de ce type qui peuvent rapidement engendrer des comorbidités et ce qui questionne quand un travail approfondi dès qu'ils surviennent. Pendant la grossesse Oui, pendant la grossesse, oui. C'est-à-dire des attitudes ou des... Je ne comprends pas trop la question. Oui, alors j'ai demandé à qu'elle précise. Oui. Moi, j'ai compris que ça parlait des comorbidités, c'est-à-dire qu'il y ait des débordements émotionnels ou
type d'aller se faire du mal ou d'aller faire du mal à autrui. Oui, c'est ça. Pendant la grossesse. Oui. Pendant la grossesse aussi. On est toujours pendant la grossesse. Oui, oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut avoir des remontées très fortes de colère, hein, que je vais même appeler énergie meurtrière. Hein. C'est vraiment une colère très puissante à l'intérieur de soi, irraisonnée, qui peut être tournée vers les autres, vers les objets ou vers soi-même. Donc, on peut avoir, par exemple, en comorbidité, la clope, hein, qui, en fait, pendant la grossesse, les femmes vont fumer, mais de manière irraisonnée, de façon très, très importante, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il faudra toujours vérifier ces addictions, hein, qui se mettent en place pendant la grossesse. Quel est le sens de cette addiction? Est-ce que j'ai trop d'émotionnel et, en fait, je vais mettre un couvercle, c'est-à-dire que je vais calmer le jeu à la mesure, ou alors je suis vraiment partie vers une colère destructrice vers moi-même, en fait, ou vers le bébé. Donc, c'est ça qu'il faudra déterminer par une prise en charge posée avec plein de questions, voilà, une discussion autour de ça. C'est en fait parce que la plupart du temps, ce que je peux remarquer, c'est que la plupart du temps, on ne parle pas de ça, vous voyez, pendant les grossesses ni après. On ne parle pas de ce sujet-là. Donc, du coup, c'est très compliqué pour une personne d'aller en parler et aller voir un professionnel en disant, mais en fait, ça ne va pas du tout, j'ai envie de tuer tout le monde, ou j'ai envie de tout casser. La personne ne va pas en parler. Donc, sinon, on ne pose pas la question. Le fait de poser la question va ouvrir ça. Et du coup, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui, en fait, se retrouvent extrêmement soulagées en face en disant, c'est ce que j'expliquais dans le reportage, hein, mais je vois ça toute la semaine chez moi au cabinet. Mais oui, c'est ça que j'ai, quoi. Merci de me poser la question, je peux en parler, mais bon, hein, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ressentent ça aussi, quoi. Je ne suis pas toute seule d'avoir ces délires à l'intérieur de moi, ces peurs de ouf, ces envies de tuer tout le monde. Je ne suis pas toute seule à avoir ça. Si vous m'en parlez, ça veut dire que vous connaissez le sujet, quoi. Et rien que ça, c'est vraiment extrêmement soulageant pour une personne qui pense qu'elle est folle depuis, pas seulement depuis la grossesse, parce qu'elle a pu ressentir ça déjà avant, hein, des événements. On a toujours dans la vie ce que j'appelle des événements déclencheurs qui peuvent faire remonter un peu tous ces signaux. Tout à l'heure, on parlait de la juste distance. Oui. Pendant la prise en charge, donc vous accompagnez les parents dans la mise en route d'un cadre de la protection de l'intimité de l'enfant. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un cadre de protection de l'intimité de l'enfant? On appelle ça un cadre de référence un cadre de référence juste de protection de l'intimité des enfants. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut préserver, éduquer nos enfants et préserver nos enfants dans le respect de leur intimité. Et souvent, on se rend compte que nous-mêmes, on a des fois eu des cadres de protection de notre intimité qu'on appelle plutôt pathologiques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été respectueux de notre intimité, mais parce que peut-être nos parents aussi avaient eux-mêmes eu un cadre de référence qui n'était pas physiologique. Et donc, en fait, je pense qu'un de nos rôles aussi de sage-femme, c'est de faire attention à la juste distance, justement, que les parents peuvent avoir après avec leur bébé, hein, qu'on va pouvoir nous recorriger, mais aussi de mettre en place des nouveaux repères pour ces jeunes parents, de manière à ce que l'éducation par rapport à leurs enfants respecte l'intégrité de l'intimité de leurs enfants. Par exemple, il y a un élément très important, c'est le bisou sur la bouche. Le bisou sur la bouche, il va nous paraître anodin, qui est extrêmement fréquent encore en France, entre parents et enfants. Le message qu'on doit faire passer, c'est quel message nous allons faire passer à nos enfants si, en fait, à la maison, l'enfant a l'habitude, du fait de ses parents, d'embrasser un adulte sur la bouche. Ça veut dire qu'en fait, l'enfant ne va pas pouvoir observer et ne va pas pouvoir repérer le danger à l'extérieur. Actuellement, avec toutes ces histoires de violences sexuelles, de levée de parole et tout ça, il y a beaucoup de parents qui flippent en fait. Ils flippent. Ils sont en hyper protection de leurs enfants, ils veulent plus les laisser sortir, ils sont vraiment on part plus en colonie de vacances, rien du tout. Mais je crois que c'est pas comme ça qu'on va les protéger. On va les protéger en leur donnant une bonne base de protection de leur intimité à la maison, mais par des bons comportements. Et c'est vrai que ça, c'est des prises de conscience. Moi, je suis une maman aussi, j'ai 2 enfants. J'ai fait plein d'erreurs à l'époque, mais je n'avais pas les cartes. C'est ce que je dis toujours. Tant qu'on n'a pas les cartes, on n'a pas les cartes. Et une fois qu'on a les cartes, après, et qu'on a la conscience de plein de choses, je crois que c'est vraiment important
de pouvoir s'excuser éventuellement au niveau de ses enfants en disant les chouchoutes, je ne savais pas. Et de pouvoir après changer le comportement et de pouvoir aussi nous maintenant passer ce message-là parce que c'est vraiment très important. Vous voyez, que l'enfant il sache que quand il est à l'extérieur de la maison, non, ça c'est pas normal que le papa de mon copain vienne dormir avec moi en plein milieu de la nuit, c'est pas normal parce que moi j'ai jamais dormi avec mes parents dans le lit, donc je sais très bien qu'à la maison ça se faisait pas, donc l'empreinte de ce qui se passe à la maison va rester dans la mémoire de l'enfant, hein. C'est le cadre en fait, hein, ça, c'est ce qui se passe à la maison. Si le cadre est pathologique à la maison, à l'extérieur, il ne va pas avoir non plus le danger. Donc, vraiment, je ne parle même pas des cas d'inceste au sein de la famille, hein. Je parle des mauvaises habitudes qu'on peut donner à nos enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qui peuvent alerter sur un cadre non approprié? Je crois que dans les mesures de prévention que nous, on peut donner, c'est vraiment de ne pas embrasser les enfants sur la bouche, de ne pas partager le lit conjugal, que l'enfant, s'il doit arriver dans le lit des parents, c'est de manière exceptionnelle, mais ce n'est pas tout le temps. Il ne faut pas que l'enfant dorme au milieu entre le papa et la maman. Il faut que de toute façon, les parents et l'enfant aient un pyjama, si jamais ça arrive, par exemple. Vous parlez des enfants de quel âge? Parce que je pense au cododo notamment. Oui, oui. Le cododo, c'est le lit qui est à côté du lit aussi. C'est ça le cododo, hein. Oui. Mais dans la pratique, souvent le cododo, c'est le bébé dans le lit, hein. Donc c'est aussi important que nous, on puisse poser les questions exactement, nous en tant que professionnels de santé, comment ça se passe en fait à la maison, qui dort avec qui? Et en fait, quand on pose cette question, on voit aussi beaucoup de choses qui sont dysfonctionnantes en fait, hein, avec des couples qui se retrouvent dans la chambre conjugale, avec des enfants qui ont largement dépassé les 6 mois, les 9 mois dans la chambre des parents, qui se retrouvent dans le lit des parents, avec des enfants qui régulièrement se réveillent 3 fois ou 4 fois par nuit, qui se retrouvent dans le lit des parents. Et en fait, souvent, je comprends, par facilité, tout le monde est crevé, donc on laisse faire. Mais je crois que c'est vraiment, il faut pouvoir se poser, aller peut-être voir un professionnel pour prendre du recul, pour comment ça se fait qu'on en arrive là et comment ça se fait qu'on peut changer. Comment est-ce qu'on peut changer ces habitudes-là? Le fait aussi, nous, on pense qu'en fait, on a un âge qui est l'âge de 5-6 ans, pour donner une idée. C'est-à-dire qu'à partir de 5-6 ans, nos enfants doivent être complètement autonomes aussi dans leur toilette. Le fait de se laver tout seul, le fait d'aller aux toilettes tout seul, les portes sont fermées, on va toquer à la porte avant d'entrer, on va attendre que l'enfant soit OK pour que nous, on puisse rentrer dans la salle de bain, dans sa chambre, mais que l'enfant aussi fasse pareil avec nous, c'est-à-dire qu'il puisse respecter notre intimité aussi. On pose des limites aussi à l'enfant par rapport à notre propre intimité. Vous voyez, ça, c'est aussi ma casquette de sexologue qui parle. Quand je vois tous ces enfants qui rentrent et qui sortent dans la chambre conjugale, qui n'ont pas de limite en fait. Comment le couple peut aussi se retrouver dans une sexualité physiologique de couple, alors qu'en fait, ils ne sont pas tranquilles. L'enfant rentre et sort n'importe quand dans leur propre cadre d'intimité. Vous voyez, donc c'est un peu tous ces exemples-là qui nous font dire, bon, OK, je me pose maintenant et j'observe clairement ce qui se passe au sein de ma famille et je rectifie ce qui peut être rectifié. Sans culpabiliser, parce que je sais très bien que la plupart des gens qui nous entendent ce soir vont se dire « Ah, oh, au secours, vous n'aviez pas les cartes, d'accord, OK. » Donc on se dit « Mais oui, c'est vrai, je n'avais pas du tout pensé à tout ça. » Donc c'est à partir du moment où on a la prise de conscience qu'on peut réfléchir différemment et se dire « Bah ouais, en fait, pourquoi est-ce que nous, on en est arrivé là? Est-ce que c'est juste, en fait, l'attitude qu'on a au sein de la maison? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait réadapter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit plus juste? Pour nous aussi, en tant que couple, et puis pour nos enfants, pour leur donner une bonne base. Comment construire un cadre de référence de protection de l'intimité avec son enfant quand on est un parent qui a subi des violences sexuelles et donc pour qui ce cadre n'a pas été respecté et a parfois même été inexistant? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup de patientes et de patients en consultation autour de ce sujet-là. Donc, souvent, dans les couples, on peut avoir une personne qui a été victime ou qui a eu un cadre vraiment pathologique et l'autre personne qui n'a pas du tout vécu ça et qui elle-même a un cadre beaucoup plus correct, a eu un cadre beaucoup plus correct. Et c'est souvent ce conjoint-là qui va aider l'autre personne à trouver un cadre, va lui donner des conseils. Alors souvent, ça peut être source de friction parce que c'est au sein du couple. Donc, le fait d'aller voir un professionnel,
permet d'avoir du recul et un professionnel formé à ça, sensibilisé à ce sujet-là, va pouvoir mettre un petit peu un cadre justement général au niveau du couple et va remettre la justesse un petit peu là-dedans. Donc, en dehors de ça, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent en consultation pour me parler de ça, en disant, mais expliquez-moi, donnez-moi des clés, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En fait, elles sont complètement larguées, elles n'ont pas de repères, en fait. Elles ne savent pas ce qui est bien, elles ont peur que ça soit trop, elles ont peur que ça soit pas assez, elles n'ont pas c'est toujours pareil, c'est ce mot de juste distance, justement parce qu'elles l'ont pas eu, en fait. Hein. Elles ne l'ont pas eu elles-mêmes, ou elles, ou le conjoint ne l'a pas eu. Et donc, ils sont en demande de ça. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à consulter ou à consulter ou alors à avoir autour de soi des personnes qu'on peut appeler des personnes ressources positives où on sent qu'en fait cette personne, elle a eu un cadre positif. Comment les parents peuvent savoir quels sont les bons, entre guillemets, gestes qu'un parent peut avoir avec son enfant? En fait, ça va dépendre s'il est connecté à son ressenti ou pas. C'est-à-dire que souvent, notre ressenti à l'intérieur de nous dit oui, ça fait oui ou ça fait non. Si on a un bon ressenti, c'est là aussi où il faut observer ça et retravailler le juste ressenti à l'intérieur. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup de parents aussi qui, sur des conseils d'autres, voire de professionnels, font des gestes à leurs enfants alors qu'à l'intérieur d'eux, ça fait non. Mais pour faire comme on leur a dit, vont faire ces gestes-là. Vous voyez? Et donc, ça aussi, c'est pas juste. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir peut-être autour de vous des personnes un peu ressources dans ce cadre-là, autour de questionnements de ce sujet-là, pour pouvoir simplement poser des questions à des personnes extérieures pour avoir un autre regard, en fait, pour avoir d'autres personnes qui pratiquent différemment. Okay. Donc, on parle de professionnels, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont vraiment pensées autour, hein, qui peuvent voilà, témoigner. Accompagner, aider. On a parlé de l'intimité, mais précisément, quels signes peuvent alerter sur des gestes inappropriés, notamment dans le soin de la toilette intime? Souvent, là, on est dans ce qu'on appelle l'hypernursing. On est très vigilant à ça. Sous couvert de toilette intime, la maman ou le papa peuvent avoir des gestes qui sont pour nous qualifiés d'intrusifs et pas de toilette. Okay, donc, c'est la juste distance, en fait, que nous, on va devoir observer ou que la maman ou le papa doivent pouvoir observer. D'accord? Quand on voit des petites toilettes extrêmement trop méticuleuses avec le coton-tige et tout ça, ça doit alerter sur quelque chose qui n'est pas physiologique, on n'a pas besoin de faire des gestes comme ça. Donc, ça doit aussi demander, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Oui, et l'élément aussi qui est très important, je crois qu'il faut aussi que nous, les professionnels, on arrive à poser des questions sur justement cette violence et notamment la violence qu'on peut ressentir en tant que jeune parent par rapport à son bébé. C'est une question que je pose systématiquement en cabinet, très fréquemment, à la mère ou au père. Est-ce que vous avez eu des fois envie de faire du mal à votre bébé, de le secouer très fort ou parce que vraiment vous étiez à bout? Et ça aussi, c'est extrêmement soulageant comme question parce que, évidemment, il y a beaucoup de parents qui ont pu avoir cette impression et ce sentiment-là, qui ne l'ont pas fait, qui auraient voulu le faire, qui ont failli le faire. Donc, il faut aussi pouvoir s'exprimer là-dessus parce que c'est extrêmement source de culpabilité. Donc, la personne ne va jamais en parler, mais il faut qu'elle puisse s'exprimer là-dessus. Il faut qu'on puisse lui donner des clés de comment faire quand elle sent ça. Quel est l'événement déclencheur de cette agressivité qu'elle va ressentir à l'intérieur d'elle ou de lui par rapport à son bébé? La plupart du temps, c'est la fatigue et les pleurs exacerbés du bébé qui vont être l'événement déclencheur. Vous voyez, j'aime bien pour ma part chercher l'événement déclencheur à chaque fois. Il y a toujours dans notre vie des événements déclencheurs qui vont faire en fait qu'il y a un changement, ou physique ou psychique. Okay. Apprendre à la maman à poser le bébé, le mettre en sécurité, aller marcher, prendre l'air, aller prendre du recul, ne pas se laisser envahir par cette émotion. Est-ce qu'il y a une question de Manuel qui demande si vous avez d'autres exemples que les cotons-tiges pour que les gens puissent s'identifier à ce qu'est l'hypernursing? L'hypernursing, c'est la prise de température aussi, 3-4 fois par jour, par exemple. On ne prend pas la température en anal. C'est fini, c'est en rectal. Vous voyez, par exemple. Il y a plein d'autres moyens de prendre la température.
tous ces gestes qui peuvent être extrêmement intrusifs. Comment bascule-t-on de l'hypernursing au geste de trop finalement, au dérapage? L'hypernursing, c'est déjà du trop. Hein. C'est déjà de trop. C'est important de le spécifier. C'est en fait de dire, mais non, je vais revoir mes gestes au niveau de ce qui est juste pour mon bébé. Voilà, c'est tout. Donc, tout ce qui est intrusif est de trop, mais intrusif aussi au niveau de plein d'autres choses, quoi. Hein. De l'intimité, de la chambre, voilà, tout ce qui est de l'intrusion. Et souvent, on a du mal à savoir aussi la limite. Hein. Enfin, c'est compliqué aussi. Quand on a été victime, c'est un sujet qu'on retravaille beaucoup. Quelle est la limite aussi de l'intrusion et de l'intrusion vers les autres, toute la notion de la limite, en fait. Hein, parce que c'est d'abord une limite pour soi avant de savoir la limite pour les autres. Bien sûr. Et comme cette limite-là, elle a été fractée par les violences, hein, donc on parle de violence sexuelle, mais c'est aussi toutes les autres violences. Hein. La violence sexuelle, c'est une violence tournée vers l'intimité. Donc, je pense que là, on touche quelque chose d'encore plus important. Et donc, les limites nous-mêmes ont été atteintes, donc c'est compliqué de retrouver nos bonnes limites à nous et donc aussi de trouver la bonne limite par rapport aux autres. Ça va être toute la prise en charge après qui va se situer autour de ça, de reconstruire des bonnes limites pour soi-même aussi. Arriver à dire non, arriver à dire stop aussi, il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Donc, et ben, en parlant de stopper, comment on stoppe la transmission de gestes inappropriés, mais souvent inconscients, qui se transmettent de génération en génération? On le stoppe comme ça, là. Déjà, en parlant, parce que c'est un sujet extrêmement tabou, on n'en parle pas assez, on banalise trop, vous voyez, et je crois que c'est important de ne pas banaliser. Par exemple, quand je vois une femme qui vient avec son aîné dans mon cabinet, et la femme, elle dit à sa fille, dis bonjour à la sage-femme, fais-lui un bisou. Mais non, je regarde la petite, je dis, mais non, tu me fais un bisou seulement si tu veux. Tu n'es pas obligé de me faire un bisou. Et quand je vois la petite qui me fait un bisou comme ça bouge vers ma bouche comme ça. Moi, spontanément, je ne peux pas laisser passer. Donc là, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Non, tu fais un bisou sur la joue. Donc automatiquement, après, j'en parle à la maman. Et la maman n'a pas conscience de ça. Pour elle, c'est tellement... Donc, je pense que c'est en parler, relever, pouvoir en parler plus de l'importance de cette protection de l'intimité de nos enfants. Vraiment. Et qu'en est-il de la place de l'entourage? Souvent, c'est des transmissions qui se font de mère en fille, ou avec les voisins, ou avec les amis. Ouais. Bah oui. C'est la difficulté. Ça veut dire, ça dépend de l'environnement aussi. Est-ce que tout l'environnement est comme ça? C'est compliqué si vous n'avez pas une autre personne qui arrive de je ne sais pas où et qui vous dit ah attendez là il y a un petit peu des petits soucis, c'est pas tout à fait le bon cadre, c'est pas tout à fait juste votre cadre. Donc ça veut dire est-ce que qui ajuste en fait? Est-ce que si on a toujours été élevé comme ça, si tout le monde a été élevé comme ça, on voit même pas le danger. Mais une fois qu'on explique en fait, je crois que c'est important d'expliquer pourquoi. D'expliquer pourquoi, en fait. Notre intimité, c'est notre intimité. Donc, en fait, le baiser sur la bouche, c'est un baiser d'amoureux, de personnes consentantes. Comment on peut expliquer, en fait, à cet entourage les gestes à faire et à ne pas faire quand on est mère ou père? Pareil, on peut expliquer que en fait, ça a été une prise de conscience. Que moi, souvent, mes patientes, elles me racontent, elles me disent, voilà, je suis sortie de votre cabinet, je suis allée voir ma famille en disant, mais en fait, j'ai une prise de conscience là, que en fait, j'étais gênée quand j'étais enfant et que vous n'avez pas écouté ma gêne. En fait, généralement, ce qui est très important, je crois, c'est de pouvoir observer la gêne des enfants et d'écouter la gêne des enfants et de respecter la gêne des enfants. Et souvent, on va banaliser, vous voyez? Mais non, allez, c'est normal, mais non, mais c'est pas grave. L'enfant, par exemple, qui ne veut pas se retrouver tout nu dans une salle de bain parce qu'il y a les parents qui rentrent, mais enfin, c'est normal, mais non, on ne fait pas ta chochotte. Non, l'enfant a manifesté de la gêne. L'enfant va toujours manifester à un moment donné de la gêne. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas être écouté par les adultes. Et donc, à un moment donné, il ne manifeste plus de gêne. Vous comprenez? Il va dire, ok, c'est moi qui ai tort. Dans mon ressenti à l'intérieur de ce qui est juste pour moi, je me suis trompée. Donc, il va plus être en connexion avec son ressenti.
Donc, c'est aussi après la prise de conscience de dire, bah oui, mais c'est vrai, moi j'étais gênée, il y avait plein de choses quand j'étais enfant qui étaient gênantes pour moi. Mais en fait, on ne m'a pas écouté. Et donc, quand on n'écoute pas, après, la personne, elle va plus va vouloir réclamer quelque chose, parce qu'elle n'est pas écoutée dans son ressenti. Il y a beaucoup de commentaires, enfin, il y a 2 commentaires sur le geste de trop. Ces gestes trop ont tendance à être faits. Attendez, il y a un truc qui s'affiche en même temps, ce qui n'est pas pratique. Ces gestes trop ont tendance à être félicités dans le sens où on trouve le parent très impliqué. Par Valérie. Et il y a Estelle qui demande, on parle des gestes de trop, mais les gestes moindres ne peuvent-ils pas être significatifs eux aussi par des parents qui sont justement dans la peur d'une remise en acte? Ouais, en fait, ce qui est important, hein, pour pas culpabiliser tous les parents qui vont regarder, je vous rappelle que en fait, le principe de la violence, c'est que l'intention du geste a été donnée avec violence. Quand nous nous occupons de notre enfant en tant que parents, sauf dans des cas vraiment, j'allais dire pathologique, j'aime pas trop ce terme, mais où la violence est ressentie à l'intérieur de soi, les gestes qu'on va pratiquer sont faits avec une bonne intention, une bonne intention. J'ai fait plein d'erreurs justement de soins par rapport à mes propres enfants, mais j'avais toujours une bonne intention, j'avais jamais d'intention d'agressivité ou de violence. Mais j'ai fait des erreurs parce que j'avais moi-même pas un cadre, je pense, qui était correct et que j'avais pas la conscience de ça. Vous comprenez? C'est pas la même chose en fait. Quand vous avez des auteurs de violences sexuelles sur des enfants, l'intention, elle est là. L'enfant, il le vit différemment par rapport à l'intention? Oui, il le vit différemment par rapport à l'intention, mais en fait, le corps, lui, il aura été marqué, ça va dépendre. Peut-être à la mémoire. Ça dépend de comment c'est vécu par l'enfant. Okay. Ça dépend de comment c'est vécu par l'enfant. Ouais. Il y a une question de Jean-Guillaume alors il dit, c'est un sujet très polémique, je sais. Que pensez-vous des mutilations sexuelles, excision pour les filles et circoncision pour les garçons qui sont faites au nom de dogmes religieux? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre pratique? J'en rencontre de temps en temps, pas des excisions, parce que dans le milieu où je travaille, c'est pas un milieu où j'ai beaucoup de patientes liées à ça. Bon, pour moi, l'excision, c'est de la violence sexuelle, hein, ça c'est clair. La circoncision, pareil, hein, ça va dépendre toujours. Oui, pareil. Ça va dépendre vraiment. Ce qui est important, ce que j'interroge toujours, c'est le vécu en fait. Ça va dépendre de comment ça a été vécu. Voyez, c'est comme le décalotage de force, c'est comme la mise en place du thermomètre de force, quoi. Il y a des fois où en fait vraiment l'enfant pleure, il se débat, il se machin, et la mère va quand même insister. Vous comprenez? C'est pas pareil que si on met un thermomètre en rectal, qu'on va prévenir l'enfant, que l'enfant est détendu, qu'on a mis de l'huile, parce qu'il faut vraiment qu'on prenne sa température en rectal parce qu'on est inquiet. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, c'est l'intention aussi qui va être mise et comment l'enfant a été préparé à l'acte ou pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me racontent pour la circoncision des vécus extrêmement compliqués, extrêmement tardifs, extrêmement l'enfant ne comprenait rien. Enfin, voilà, c'est tout l'entourage. Oui. Je crois que dans la physiologie a créé tout notre corps. Donc, d'enlever une partie de notre corps, pour moi, n'est pas physiologique, sauf si on a une raison médicale. Pour les personnes que ça intéresse, on fera une capsule particulièrement sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets très spécifiques, qui paraîtra normalement courant 2020. On vous tiendra au courant. Ouais. Alors, il faut que je retrouve mes questions. Oui, on parlait donc de la juste distance, du cadre de l'intimité. Puis par la suite, quand l'enfant grandit, comment aborder la question de la sexualité avec lui? De façon générale, hein, ça. Oui, de façon générale, oui. De façon générale. Alors, de façon générale, ce que je peux observer, c'est que déjà nous-mêmes, on n'est pas à l'aise avec le sujet. Donc, quand nos enfants commencent à poser des questions, on sent le malaise des adultes, en fait, parce que les adultes eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec le sujet. Donc déjà moi, ça m'inquiète parce qu'on devrait tous être à l'aise avec le sujet de la sexualité physiologique et donc ça ne devrait pas causer de problématiques. Donc après, quand les enfants posent des questions, je pense que ce qui est important, c'est de répondre à la question de l'enfant, mais à la question précise de l'enfant, avec un début de phrase, une fin de phrase courte,
de ne pas répondre à plus que la question de l'enfant, ne pas élaborer tout un paragraphe, donner des détails et tout, parce que c'est pas ça que l'enfant a demandé. L'enfant, il a posé une question claire, il veut une réponse claire. Et après, il sera rassuré, sécurisé, et il passera à un autre sujet. Et peut-être dans 15 jours, il va revenir avec une autre question. Donc, moi, ce que je faisais par rapport à mes enfants, c'est que souvent, j'ai eu des questions, évidemment, très particulières. Et je demandais toujours, mais pour vous, ça veut dire quoi? Par exemple, un jour, ma fille m'a demandé, mais maman, toi aussi, tu fais des préliminaires? Quoi? Donc, toujours à des moments inopportuns. Autant vous dire que t'étais jamais à table, tranquille. Quoi. Et donc, je reportais toujours la question en disant, mais qu'est-ce que tu sais que les préliminaires, pour toi, ça veut dire quoi? De toi? Quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les préliminaires? Tu vois? Où tu as appris ce mot et qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, en fait, on se rend compte que l'enfant en face ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Il faut poser des questions sur vous, mais en fait, il ne sait déjà pas ce que le mot veut dire. En fait. Donc, c'est vraiment important de à chaque fois reprendre ce que l'enfant sait, reprendre les définitions, d'où est-ce qu'il a pu l'avoir. Après, une autre règle de base, c'est de répondre aux questions. Mais après, l'autre règle, c'est de ne jamais parler de sa propre sexualité d'adulte et de ne pas non plus poser des questions sur la sexualité de nos enfants. Ce que nos ados font et nos jeunes adultes font, c'est de leur intimité, ça ne regarde pas. Et nous, ce que nous faisons, ça ne regarde pas nos enfants. Vous voyez, il faut parler de sexualité pour répondre aux questions d'éducation à la sexualité. Mais je crois qu'il ne faut pas rentrer dans notre intimité, qui serait aussi de l'intrusion, en fait. Dans notre intimité, ça reste dans notre intimité. Et ne pas mélanger. Et en fait, il y a vraiment quand même beaucoup de discours, pour moi, qui manquent de règles, en fait, entre ce que les mamans peuvent raconter, les papas peuvent raconter aux enfants qui sont mélangés un petit peu. Voilà, je crois que c'est important d'être vigilant vraiment à ce qu'on peut raconter de notre intimité. Et aussi, quand les enfants commencent à raconter, les ados, non, c'est ton intimité, voilà, sauf si tu as une particulière d'éducation à la sexualité, une sexualité pure. Donc après, le sujet de la sexualité, on pourra en parler des heures, parce que je pense qu'on est dans une société où on semble tous libérés, mais en fait, pas du tout. On est une société de coincés, parce qu'on n'y connaît rien, en fait, qu'on est tous plongés dans des fausses croyances autour de la sexualité, que malheureusement, nos enfants et nos ados sont actuellement éduqués le plus souvent à la pornographie, mais pas à la physiologie de la sexualité. Et donc, du coup, on a tout le monde a plein des fausses croyances qui souvent datent de très longtemps. Voilà, et on n'en parle pas, c'est un sujet, on n'en parle pas, on ne pose pas de questions autour de ça, donc on va rester très longtemps avec ça. Ça, je pense que c'est hyper important de revenir à la physiologie de la sexualité, pouvoir parler de ça librement, pouvoir poser toutes les questions autour de ce sujet. Voilà. Vous parliez du malaise du parent quand l'enfant lui pose la question. À quoi ça renvoie le parent, ce malaise? Ça renvoie à sa propre fragilité à lui par rapport à ça, à sa propre méconnaissance à lui, à sa propre insatisfaction sexuelle à lui. Voilà, ça remue tout ça. Hein. Quand vous avez les enfants qui arrivent vers l'adolescence et vers les premières amourettes et tout ça, ça fait miroir. Ça peut faire miroir sur notre propre sexualité à nous en tant que parents. Et donc renvoyer à des problématiques, des insatisfactions. Hein. Donc j'ai aussi beaucoup de consultations à cet âge-là de la vie des parents qui, comme par hasard, ont des enfants ados. Et donc, ils commencent à ce moment-là à se poser des questions. Je crois que, juste pour répondre aux enfants, les enfants vont toujours poser des questions, souvent poser des questions dans des moments inopportuns. Dans la voiture, quand vous êtes au supermarché, je ne sais pas, dans des moments. Je crois qu'il ne faut pas répondre vite fait comme ça dans des moments inopportuns. Il faut expliquer à l'enfant que là, ce n'est vraiment pas le moment pour en parler parce que c'est un sujet important, mais qu'on en reparlera. Par contre, il faut, en rentrant à la maison, reparler à l'enfant, dire voilà, tu m'as posé une question tout à l'heure, je sens que c'est vraiment important pour toi. Si tu veux, maintenant, je suis disponible pour en parler. Est-ce que tu as toujours besoin qu'on en parle? Si l'enfant dit non, j'ai pas besoin qu'on en parle, ok. Si l'enfant on en parle et à ce moment-là, on répond à sa question. Voyez. Mais on aurait tendance, ce que je vois, c'est qu'on esquive la question, on n'a pas le temps maintenant, et après, comme ça nous arrange bien, on ne va pas revenir. Donc l'enfant, en fait, il va bien sentir le malaise. Et ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas oser, il va faire le test 1 ou 2 fois, 3 fois.
Et après, il ne va plus jamais poser de questions parce qu'il sent bien qu'il ne peut pas poser de questions, que ce n'est pas libre le sujet. Et c'est ça la problématique, je crois vraiment. Et je pense que dans la prévention aussi des violences sexuelles qui peuvent être extra-familiales, le sujet de la sexualité est très important, de pouvoir aborder ce sujet-là, d'être clair au niveau de la sexualité, du consentement. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai oui? Qu'est-ce que c'est que le consentement éclairé? Ça veut dire que je suis vraiment consentante en toute connaissance de cause. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a beaucoup de consentement, par exemple, dans ce que vous me parliez tout à l'heure de violence gynécologique. Les femmes viennent chez le gynéco et elles reviennent chez le gynéco, tu vois, alors que les gestes ne sont pas appropriés. Elles sont dans un consentement, mais pas dans un consentement éclairé. Elles n'ont pas assez d'explications. Elles ne savent pas qu'elles peuvent dire stop. Elles sont sous le pouvoir médical. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi. Un consentement éclairé, ça veut dire que je suis en connexion avec mes besoins et que mon oui, c'est un vrai oui en toute connaissance de cause. Je suis éclairée des conséquences de mon oui. Vous voyez? C'est pour ça que vraiment, je milite aussi pour l'âge de majorité sexuelle à partir de 15 ans. On pense que vraiment, enfin, je parle pour moi, hein, je pense qu'avant 15 ans, c'est compliqué d'avoir une maturité nécessaire, suffisante, affective, sexuelle, physique et tout ça pour avoir un vrai consentement éclairé. Vous parlez par rapport à la loi, c'est ça? Oui. Avant 15 ans, ça me semble très compliqué. Enfin, pour moi, c'est pas possible d'avoir un consentement éclairé, de pouvoir accepter donc des relations sexuelles consenties, éclairées. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut mettre, à mon avis, une loi très stricte là-dessus pour protéger nos enfants. C'est quoi aujourd'hui la réalité autour de l'éducation à la sexualité? La réalité? Ouais. La réalité, c'est que je pense que l'éducation sexuelle au sein de l'éducation nationale n'est pas encore assez adaptée, que l'éducation devrait démarrer dès la maternelle, mais avec un discours vraiment adapté âge par âge. On commencerait par vraiment la conscience du corps et que ça devrait être généralisé dans toutes les classes et pas seulement dans certaines écoles avec des profs motivés. Le programme, il est en place. Les cours d'éducation sexuelle sont obligatoires, faits avec des personnes normalement formées. Et en fait, ce n'est pas du tout la réalité sur le terrain, quoi. Donc, la réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est quoi une éducation sexuelle adaptée pour vous? Adaptée à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'à chaque âge de l'enfant, on a besoin d'adapter notre discours à l'âge de compréhension de l'enfant. Il est hors de question de parler de sexualité à un enfant en maternelle, par exemple. Donc, mais on peut parler de la limite, de l'autre, du corps de l'un, de l'autre, et voilà, de tout ça, on progresse pour au final arriver à des notions vraiment de consentement, de violence sexuelle et tout ça plutôt au lycée. J'ai discuté avec Mugueddini, qui est ex-sénatrice et qui est aussi à SVS, et elle me disait qu'elle avait cherché à faire donc avec SVS de la prévention au sein des écoles. Est-ce que vous y arrivez? Non, mais moi je fais partie du SVS aussi. Donc, en fait, le programme mis en place n'a jamais pu rentrer au sein de l'éducation nationale. Hein. Voilà, donc on le déplore. Hein, voilà. Moi, ce que je fais, c'est par un autre biais, c'est-à-dire que j'ai formé beaucoup de mes collègues sages-femmes à la sexualité, à la sexologie clinique. Et donc, mes collègues sages-femmes, elles, rentrent dans les écoles pour faire les cours d'éducation sexuelle. Et en fait, c'est un poste qui est possible de prendre par des sages-femmes, qui vont faire de l'éducation à la sexualité. Et par ce biais-là, on arrive beaucoup plus à rentrer vers une physiologie de la sexualité. Donc, on a pu rentrer dans beaucoup d'écoles par ce biais-là et avoir du coup une éducation qui était un peu plus adaptée, je trouve. Voilà. Je m'excuse, mais ce n'est pas évident non plus pour n'importe quel prof qui se retrouve à devoir appliquer ce programme et qui peut-être lui-même n'est pas formé correctement à ce sujet-là, qui lui-même a peut-être aussi une vie personnelle compliquée. Enfin, je veux dire, il faut se mettre à leur place. Ils ne sont pas formés à tout, ils ont aussi leur vie perso. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas non plus évident de pouvoir demander à n'importe qui de pouvoir donner ce programme-là. Mais au-delà de la formation des enseignants, quel est le problème avec l'éducation nationale qui refuse finalement de vous faire rentrer, ou vous avez du mal à rentrer dans ces écoles?
Et des sujets qui nous dépassent. D'accord, vous avez le droit de ne pas répondre à la question. Non, mais en fait, je ne dis pas que je ne peux pas répondre, c'est que en fait, moi, mon domaine c'est plutôt les hôpitaux. Donc, je suis contente que mes collègues aient pu nous laisser rentrer dans les hôpitaux et qu'on puisse travailler en toute confiance avec les hôpitaux et qu'on ait pu faire le travail qu'on fait. Voilà, je suis très fière de ça. Je suis très fière de tous les prochains projets qu'on va pouvoir faire, aussi bien en Alsace qu'au niveau national, parce que ça, c'est vraiment important. C'est plutôt mon dada, ça, si vous voulez. D'accord. J'ai d'autres personnes qui sont plutôt plus branchées éducation scolaire. Je reposerai la question à Mugueddini Oui. dans une semaine. Oui, donc, on parlait de cette réalité. Pour l'instant, ça commence à venir dans les écoles, l'éducation à la sexualité. Le fait qu'elle soit peu présente, est-ce que ça a des conséquences sur le développement de la sexualité de l'adulte en devenir? oui, bien sûr. Puisqu'en fait, l'adulte en devenir va partir sur des bases inexistantes. Donc, il a deux possibilités. Ou il va rencontrer un compagnon ou une compagne qui est un peu plus au clair avec ça. Donc, c'est la compagne ou le compagnon qui va apprendre. Ou pas. Donc, si les deux sont dans une difficulté de non-compréhension de la physiologie, bah, comment ils vont apprendre? Ils ne vont pas apprendre. Donc, ils vont partir sur des mauvaises bases avec tout le temps des mauvaises bases. Alors là, je voudrais, si vous me permettez, juste aborder un autre sujet qui me tient à cœur, c'est les douleurs à la pénétration. Oui, j'allais en parler juste après. Donc, ça tombe bien. Je voudrais faire 2-3 petits liens par rapport à ça. J'ai beaucoup de consultations à ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet qui me met dans le rouge. Je vois beaucoup trop de femmes qui viennent pour des douleurs à la pénétration et des douleurs à la pénétration qui datent depuis de nombreuses années. Pour moi, c'est inadmissible. En fait, plusieurs conclusions. Il ne faut pas faire un lien trop facile entre j'ai été victime de violences sexuelles, donc c'est normal que j'ai des douleurs à la pénétration. Moi, je ne fais pas le lien avec ça. Je fais le lien avec plein d'autres symptômes, du corps, du psyché, tout ce que tu veux. Mais pas forcément avec ça. Moi, je ne ferai le lien qu'une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas autre chose et qu'un examen a été fait de manière très précise pour vérifier que cette femme n'est pas autre chose. Et uniquement quand on a vraiment fait le tour, on pourra éventuellement faire un lien. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose très importante, c'est que si on n'a pas la connaissance de la physiologie de la sexualité, il y a beaucoup de femmes qui ont des pénétrations beaucoup trop précoces par rapport à leur état d'excitation. Et donc, les pénétrations sont trop précoces par rapport aux signaux du corps, au signal du corps qui va leur dire c'est maintenant le moment. Vous voyez? Et donc, du coup, forcément, votre corps n'est pas prêt. Donc, forcément, quand il y a pénétration, il y aura douleur. Douleur. Et puis après, mise en place d'une phobie de la douleur, c'est j'ai peur d'avoir mal. Et donc, le corps, il va faire ce que j'exprime toujours en exemple, c'est tellement vrai. Je vais mon doigt vers mon œil, je sais que je vais avoir mal. Mon œil va se fermer automatiquement. C'est comme le vagin. Le vagin sait qu'il va avoir mal, donc il va se fermer, il va se contracter. Donc, autant vous dire que la douleur, elle va ne faire qu'augmenter. D'accord? Donc, ça va arriver à une diminution de la libido, j'ai plus envie de faire l'amour, à un espacement des relations sexuelles, et patati et patati. Et ce qui me rend triste vraiment, c'est que moi, j'ai beaucoup de patientes, elles ont ça depuis le début de leur vie sexuelle, parce que depuis le début, elles n'ont pas respecté la physiologie, mais parce qu'elles n'étaient pas au courant. Okay? Et donc, du coup, elles ont enchaîné des douleurs à la pénétration, mais depuis leur plus jeune âge, en fait. C'est vraiment très important, cette histoire-là, de vraiment comprendre ça. Et après, de pouvoir aller voir des professionnels qui ont des examens clairs et précis du vagin avant de pouvoir dire que c'est dans votre tête. L'expression c'est dans votre tête, je te jure, je ne veux plus l'entendre. Je ne veux plus l'entendre. La plupart du temps, ce n'est pas dans la tête, c'est vraiment dans le vagin que ça me fait. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des moyens de sortir de ce cercle vicieux et de le transformer en cercle vertueux. Bien sûr. Pour tous les sujets, hein, que ça soit la non-connaissance de la physiologie de la sexualité, que ça soit les douleurs, mais que ça soit aussi toutes les conséquences d'avoir été victime de violences sexuelles. Okay. Pourquoi c'est... Oui. Par rapport à ça. Pourquoi ces douleurs, notamment les douleurs lors de la pénétration, elles sont banalisées en fait par le corps médical? C'est un manque de formation, un manque de connaissances? Un manque de formation spécifique à ce sujet-là. Et puis, je crois un manque de temps.
vraiment un manque de temps. En fait, ce que moi j'entends souvent dans mes consultations, c'est enfin quelqu'un prend du temps. Vous voyez, on prend du temps pour poser les questions, pour faire des examens. On prend du temps. Et c'est pas une critique pour mes collègues. Hein. Je crois que vraiment, on fait tous qu'est-ce qu'on peut par rapport à l'endroit où on travaille, par rapport à nos pressions professionnelles. On fait tous vraiment le mieux qu'on peut par rapport à nos professions. Mais malheureusement, ce qu'on peut voir et ce que je peux observer moi au sein des équipes dans les maternités, par exemple, parce que j'ai quand même travaillé longtemps dans un hôpital aussi, pendant plus de 10 ans, j'étais en salle d'accouchement, eh ben, ce temps devient de plus en plus précieux dans les maternités. Et on a de moins en moins de temps dans les hôpitaux de s'asseoir à côté de nos patients aussi et de pouvoir les écouter, les questionner. Vraiment, j'ai beaucoup de mérite pour toutes mes collègues actuellement qui travaillent à l'hôpital et qui, malgré la pression qu'elles ont, prennent quand même du temps pour s'occuper de leurs patients, sachant que derrière, elles ont encore plein de trucs à faire et notamment plein de trucs administratifs. Et je trouve qu'on marche à l'envers. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, la plupart du temps, dans les examens gynéco, dans les prises de temps et tout ça, le temps moyen d'une consultation chez un gynéco, c'est 10 minutes. Hein. Les femmes, elles me racontent qu'elles ont à peine le temps d'arriver, que là, qu'elles sont déjà déshabillées, elles sont pratiquement déjà dehors. Enfin, moi, je ne peux pas faire des consultations de 10 minutes, poser toutes les questions, avoir la confiance de la femme en face, de manière à ce que le corps ait confiance aussi, et pouvoir faire un examen qui est aussi correct. Okay. Donc, j'ai beaucoup de mérite pour tout, beaucoup de respect hein, pour tous mes collègues qui, avec une pression de temps comme ça. Moi, c'est une pression que je ne me mets pas, en fait, mais je ne veux pas me mettre ça. Donc, je fais des consultations d'1 heure parce que je ne veux pas me mettre de pression pour des cas compliqués, des femmes qui errent comme ça de professionnel en professionnel depuis des années. Ben, il faut à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on fasse une pause et qu'on discute parce que sinon, on n'y arrivera jamais. On parlait tout à l'heure du lien entre les douleurs et la violence sexuelle. Est-ce qu'il y a un lien entre l'endométriose et les violences sexuelles? Alors, en fait, la problématique, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la question n'est pas systématiquement posée. Actuellement, une femme qui a de l'endométriose, alors déjà, on a un gros problème de diagnostic encore actuellement. Donc là, on a vraiment manifestement un manque de formation de l'ensemble des professionnels qui touchent autour de la gynécologie, autour de l'endométriose. On a actuellement une carence de diagnostic, un délai de diagnostic autour de entre 5 et 7 ans, entre une femme qui commence à dire les symptômes et le diagnostic qui est posé parce qu'on n'entend pas la femme quand elle se plaint. Je vous rappelle qu'en fait, comme ce n'est pas normal et physiologique d'avoir mal à la pénétration, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles. Et il faut arrêter de minimiser la douleur pendant les règles. Ce n'est pas normal de se retrouver à prendre, je ne sais pas combien d'anti-inflammatoires par jour, d'être plié en deux, de ne pas pouvoir aller à l'école et pas pouvoir bosser alors qu'on a ses règles. Ce n'est pas normal. Donc ça devrait être des signaux qui devraient nous alerter tout de suite. Donc, en fait, déjà, le diagnostic n'est pas posé. Et après, une fois que le diagnostic est posé, la question autour des antécédents de violence n'est pas posée. Donc, en fait, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire, ben oui, c'est sûr et certain. Voilà, Moi, ce que je vous dis, c'est que dans ce que j'observe, il y a, je ne suis pas la seule à observer ça, mais je parle pour moi dans mon cabinet, il y a vraiment une surreprésentation. On appelle ça des signaux de surreprésentation. C'est comme pendant les grossesses où vous avez des femmes qui font des diabètes gestationnels importants et tout ça. Et bien, dans les femmes qui font des diabètes gestationnels, il y a une surreprésentation de femmes qui ont été victimes. Vous voyez, je ne veux pas dire que c'est 100%. C'est pour ça que tout à l'heure, par rapport aux symptômes, la personne disait on est en amnésie, on a des symptômes. Je ne peux pas vous dire que c'est sûr. Je ne vous dirai jamais ça, parce que ce n'est pas l'objet de mon suivi. Mais on se rend compte qu'il y a une surreprésentation de femmes qui, pendant la grossesse, font des troubles. Ben, l'endométriose, c'est pareil. On s'est rendu compte que les femmes qui avaient une endométriose, il y avait une surreprésentation chez elles de personnes qui ont été victimes quand elles étaient enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce type pour, par exemple, les kystes, les fibromes, etc. Les fibromes aussi, les fibromes qui se multiplient. Vous avez la fibromyalgie aussi qui fait partie des pathologies surreprésentées. On a beaucoup de symptômes comme ça où si on faisait le lien, on se rendrait compte qu'il y aurait éventuellement une surreprésentation de ces pathologies-là par rapport aux antécédents. C'est plus on va poser la question au niveau médical, plus on fera le lien.
quand on parlait au téléphone, vous m'avez aussi parlé du lien qui existe entre violence sexuelle et stérilité inexpliquée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben ouais, parce qu'en fait, il y a une action qui se fait de perturbation au niveau de l'hypophyse, hein, et donc cette hypophyse va gérer le fonctionnement de tous nos organes, dont le pancréas. Qu'est-ce que c'est l'hypophyse? L'hypophyse, c'est ce qui est relié au niveau du cerveau et qui va gérer en fait beaucoup de nos organes. Donc la thyroïde, le pancréas. C'est pour ça qu'après, on va avoir des perturbations aussi. La thyroïde, par exemple, notamment les pathologies auto-immunes. Donc ça, c'est vraiment la spécialité de Dr Guérin. Où en fait, on va observer une surreprésentation aussi. Donc, les pathologies de la thyroïde, par exemple. Bon, bref. Et donc, en fait, on va retrouver dans les centres de PMA, donc de procréation médicalement assistée, beaucoup de cas de personnes qui ont des stérilités inexpliquées. C'est-à-dire que quand nous, on va faire des examens, on ne va rien trouver. Et ce qui est malheureux actuellement, c'est que dans les services de PMA, la question n'est pas posée non plus. La question n'est pas posée. Il y a deux questions qui ne sont pas posées de manière systématique. C'est les antécédents de violence et c'est la sexualité du couple. Et vraiment, je trouve que là, c'est très grave parce qu'on se retrouve vraiment avec beaucoup de couples qui dysfonctionnent vraiment en tant que couple et qui vont se retrouver après dans un parcours de PMA plus ou moins long à la recherche absolue de cet enfant, alors qu'à la base, il faudrait d'abord revoir la base, vraiment. Donc, du coup, il y a un lien qui a été fait aussi dans toutes ces fertilités ces infertilités inexpliquées, les infertilités expliquées aussi, hein, d'ailleurs, mais bon, avec effectivement une surreprésentation génétique. Donc moi, je suis vraiment très pour mettre en place de manière générale chez mes collègues sages-femmes et gynécos des consultations préconceptionnelles que nous avons encore beaucoup de mal à développer en France, qui sont extrêmement beaucoup plus développées en Belgique. J'ai beaucoup travaillé en Belgique et j'ai participé au projet là-bas en Belgique de création de ces consultations préconceptionnelles qui sont beaucoup plus développées là-bas que chez nous. Mais les consultations préconceptionnelles, c'est vous avez un désir d'enfant, eh ben, on fait une consultation préconceptionnelle et on regarde tous les tiroirs. Et on fait du nettoyage dans tous les tiroirs de manière à ce qu'on puisse éviter de se retrouver dans un parcours de PMA très long sans y mettre du sens, de manière à ce qu'on puisse aborder la grossesse en ayant évacué un maximum de difficultés, de manière à ce que cette grossesse, on lui donne un maximum de chances que ça se passe le mieux possible en fait. Tous les nettoyages qu'on a pu faire avant, je pense que c'est nécessaire pour partir sur des bases où on aura moins de problématiques. Je suis convaincue de ça. Ça amène à mes dernières questions autour donc pour les futurs parents. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux femmes et hommes qui n'ont pas encore d'enfants et qui envisagent de devenir parents? Comment allez-vous? Non mais vraiment, comment allez-vous personnellement par rapport à vous, par rapport à votre passé? Comment allez-vous en couple? Est-ce que vous trouvez que votre couple et votre bulle de couple est satisfaisante? Est-ce que votre niveau d'intimité est satisfaisant? Est-ce que votre relation sexuelle est satisfaisante? Et d'aller faire vraiment une consultation autour de tout ça. Si vous trouvez que ce n'est pas satisfaisant, eh ben, on va faire quelque chose pour que ça soit le plus satisfaisant possible avant de démarrer cette grande aventure qui est la mise en conception et la grossesse et la mise au monde d'un enfant et l'élargissement et la création d'une famille. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en tant qu'être humain pour faire que cette aventure soit la mieux possible, vraiment, la plus douce possible et la plus constructive possible. Et pas que ça se termine après en pugilat. Quand moi, quand moi je retrouve des couples après la naissance d'un enfant qui sont en difficulté, la plupart du temps, ils étaient déjà en difficulté avant la grossesse, d'accord? La grossesse n'a été qu'un événement déclencheur de et si vous questionnez bien les gens, ils étaient déjà en difficulté. Mais en fait, on va pas en parler. Et c'est ça que je dis, moi. Il faut aller consulter, il faut parler de ça. C'est pas un sujet tabou. Il faut qu'on fasse en sorte que chacun, dans notre propre bulle, on aille le mieux possible. Comment sensibiliser les jeunes filles et les futures mères à l'impact d'une grossesse?
euh, leur parler. Ouais. En parler. Parler, ouais. En parler. Du côté positif de la grossesse, hein, c'est pas négatif. Hein, oui, bien sûr. C'est un moment, la grossesse et la période après la découverte de ce bébé, c'est un moment extraordinaire, extraordinaire, mais qui peut être source de beaucoup, beaucoup d'inconfort si en fait les tiroirs sont pas tous bien à leur place. Voilà. C'est la conclusion que je pourrais dire. Donc, il faut aller nettoyer un peu les tiroirs avant, et je pense que de là, on peut arriver à quelque chose de plus doux et de plus, voilà, de plus doux. Ben, merci beaucoup, Nicole Andrieux, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir pu en parler, de nous en avoir parlé. Demain, retrouvez-moi avec un témoignage pour briser un énième silence, celui de la violence sexuelle dont des milliers d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance sont victimes. Je recevrai Lies Loufoque, auteur du livre Dans l'enfer des foyers. Alors, on est dimanche et cette fois-ci, horaire particulière, ce sera 18h30. Cette vidéo sera disponible très prochainement en replay. À demain. Merci beaucoup, Nicole Andrieux. Merci à tous.